Bonjour à tous. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que ça change concrètement pour un travailleur étranger qui vit en France depuis des années? Qu'est-ce que ça change le jour où il ou elle obtient la nationalité française? Je trouve cette question très intéressante et je trouve que c'est parfaitement normal d'avoir beaucoup de mal à dégoter des éléments de réponse quand, comme moi, vous êtes né sans même en avoir conscience avec la nationalité française et vous ne connaissez personne dont ce ne soit pas le cas sur au moins 3 générations dans votre propre famille. Nous sommes nombreux dans ce cas, il y a beaucoup de familles dans ce cas, je pourrais même dire que c'est le cas majoritaire en 2024 en France métropolitaine. Et si vous êtes né dans ce contexte, eh bien effectivement vous n'avez pas de motif de connaître les difficultés et l'utilité d'obtenir la nationalité française. Et en plus, moi je vais vous donner quelques éléments de réponse, mais ce n'est absolument pas exhaustif. Si vous vivez depuis 20 ans en France, le jour où vous obtenez la nationalité française, vous obtenez la possibilité de voter. Vous obtenez le droit de vote. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui travaille et qui paye des impôts et des charges sociales comme tous les autres Français, eux naturalisés. Ça fait des années que vous travaillez dans un pays. Du coup, vous êtes affecté par les décisions politiques. Vous êtes affecté parce que déclare l'Assemblée nationale, vote l'Assemblée nationale. Vous êtes affecté par les décisions du gouvernement. Le président de la République, il est bien élu, mal élu, mais il est quand même élu. Des députés de l'Assemblée nationale, ils sont bien élus. C'est quand même particulier de vivre dans un pays, de cotiser autant que et de payer autant d'impôts que les autres, mais de ne pas voter. De ne pas au moins avoir la même importance, le même coefficient que les personnes naturalisées. En outre, obtenir la nationalité française, ça augmente considérablement la protection sociale et économique, bien que je ne vois pas comment vous pourriez séparer les deux, vu que accéder aux soins ou à la prévention, c'est très lié aussi à votre capital économique. Quand vous travaillez en France, que vous n'êtes pas naturalisé français, ça a un gros impact sur votre accession aux soins, directement ou indirectement, au motif que ça a un gros impact sur votre capital économique. Et il y a plein de détails pratiques qui font que vous êtes moins bien protégé socialement et économiquement en France quand vous n'avez pas la naturalisation, quand vous n'avez pas la nationalité française, pardon. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais il y a une idée qui traîne en France que les travailleurs étrangers sont aussi bien protégés socialement et économiquement que les Français naturalisés dès leur naissance ou plus tard. C'est faux, hein. Ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la réalité pratique de ce qui se passe en préfecture et de la réalité des travailleurs étrangers. Et encore, c'est peut-être... La France, c'est peut-être un des pays du monde où l'écart entre la protection sociale et économique des non-naturalisés comparé à celle des naturalisés, de ceux qui ont la nationalité, et cet écart est le plus réduit. On fait peut-être partie des pays où cet écart est le plus réduit. Hein. Mais ça ne veut pas dire que cet écart n'est pas important et qu'il n'est pas grave. Concrètement, ça représente 300 € par an minimum. 2 travailleurs qui payent leurs impôts, étrangers ou pas étrangers, en France. Une des grosses différences, c'est que celui qui n'est pas naturalisé français, il doit payer par an pour ces histoires dues au fait qu'il n'a pas la nationalité française, il doit payer 300 € par an minimum. Minimum. Ça, c'est quand il est chanceux, quand ça se passe bien. Donc la prochaine personne qui te dit non, c'est faux, il n'y a pas de différence dans les salaires, tu lui demanderas à cette personne son âge et tu multiplieras son âge à partir de l'âge de travailler, 18, 19, 20 ans, d'accord ? Tu calculeras le nombre d'années où il a travaillé, tu multiplies par 300 et tu lui demandes de te donner cette somme. On va voir s'il voit en quoi les travailleurs étrangers sont moins bien payés que les travailleurs français. Ensuite, autre argument, quand vous obtenez la nationalité française, derrière, vous avez la possibilité de payer ce qu'il faut, en timbres fiscaux, etc., pour obtenir un passeport à votre nom. Oui, il se trouve que les passeports, si vous voulez, ont quand même une force qui est liée au pays qui l'émet, ce passeport, et la France, les passeports français font partie des passeports les plus puissants au monde. Encore une fois, quand, comme moi, vous êtes né français, que tout le monde est français dans votre famille, vous n'y réfléchissez pas forcément, mais un travailleur étranger qui est là depuis un paquet d'années, non seulement il lui manque pas mal de choses pour être à égalité par rapport aux autres, un travailleur étranger qui travaille en France depuis un paquet d'années et qui n'a que son passeport de son pays d'origine, ou un pays dans lequel il se serait réfugié avant de venir en France,
Mais tous les passeports ne se valent pas. La France a quand même une puissance géopolitique assez considérable. Alors, je sais, on peut avoir l'impression que la France est en train de se déliter depuis 50 ans. Oui, bon, alors attention, parce qu'il y en a qui instrumentalisent certaines peurs pour nous faire voir la souris plus grosse qu'elle ne l'est. Même s'il y a plein de choses qui ne vont pas en France, indéniablement. Hein, je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'on ne peut pas améliorer. Effectivement, quand tu vois les gouvernements que nous avons depuis 30 ans, c'est pas foufou. Mais n'empêche que même en 2024, le passeport français est un des plus puissants passeports du monde. Et par exemple, faisons une comparaison avec les États-Unis. Les Français aiment bien se comparer aux États-Unis, notamment pour s'autoflageller. Alors tu pourrais me dire, les États-Unis, par exemple, ils ont un meilleur passeport encore plus puissant que le nôtre. J'en suis pas sûr, parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis, hein, les États-Unis d'Amérique. Plus d'ennemis potentiellement que la France. C'est pas peu dire, parce que la France aussi a envahi, tué pas mal de gens partout sur la planète. Hein, ce qui nous vaut encore quelques ennemis. Mais quand tu as un passeport américain, eh bien, tu dois payer des impôts pendant tout le reste de ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Or, en France, tu as un niveau de puissance comparable à celui du passeport américain, mais la France, quand un de ses ressortissants est capable de lui montrer donner des éléments plutôt pour justifier qu'elle vit à l'étranger et qu'elle ne passe pas plus de 90 jours en France, je crois que c'est ça, eh bien, le citoyen français reste citoyen français, mais il n'a pas à payer d'impôts en France. Ce qui est un gros atout. Il y a plein de gens aux États-Unis qui, quand ils viennent vivre en Europe, le poids fiscal, ils sont imposés doublement. Hein. Ils sont imposés dans le pays d'Europe dans lequel ils vont vivre, mais imposés aux États-Unis. Il n'y a pas ce problème quand vous avez un passeport français. Ce que j'entends par la puissance d'un passeport français, c'est que grâce au passeport français, vous pouvez aller dans plein de pays, parfois sans demander de visa. Ou alors, vous avez accès à un visa facilité. Ou alors des visas particuliers où il y a beaucoup moins de contraintes. Effectivement, moi je suis né en France, c'est mon référentiel. Vous aussi, probablement qui regardez cette vidéo, statistiquement, la plupart d'entre vous. Donc nous barbotons dans un contexte de puissance, nous ne nous en rendons pas forcément compte. Mais tout ce qui est petits pays, ou les pays petits économiquement, c'est-à-dire anciennement les pays du tiers-monde, donc pas mal de pays d'Asie, pas mal de pays d'Afrique, la quasi-totalité des pays de l'URSS, hein, je vous rappelle quand même que, même s'ils s'en défendent, l'URSS a consisté à vider de leurs ressources les pays satellites de la Fédération de Russie, la concentration des pouvoirs et des richesses à Moscou. Et quand il y a eu l'éclatement de l'URSS, la marée s'est retirée et tous les pays satellites de l'URSS, enfin tous les pays membres de l'URSS, sauf la Fédération de Russie et encore, mais ils se sont retrouvés pays du tiers-monde. Hein. Déjà que c'était pas brillant avant qu'ils y rentrent. Il y a aussi des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui sont des pays entièrement du tiers-monde. Maintenant, nous disons pays en développement. Mais en fait, quand tu as le passeport français, tu bénéficies d'une richesse commerciale, de la puissance géopolitique de la France, ce qui te permet d'aller à l'étranger, ne serait-ce que faire un voyage d'une semaine. Tu as infiniment moins de contraintes et de questions à te poser quand tu as un passeport français que quand tu as juste ton passeport du pays d'origine. D'ailleurs, en France, vous voyez, même si vous n'avez pas de passeport, rien qu'avec la carte d'identité, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord, tu peux voyager dans n'importe quel pays de l'Union européenne sans même ton passeport, avec la carte d'identité. Ça, c'est un partenariat géopolitique entre des pays qui s'apprécient, qui sont très proches. Quand tu obtiens la naturalisation, tu vas pouvoir profiter de ça. Alors que quand tu es un travailleur étranger qui travaille depuis 10 ans, 15 ans en France, tu n'as que ton passeport de ton pays, et si tu n'es pas ressortissant européen, mais tu n'as pas ce bénéfice. Donc si tu veux aller passer une semaine à Rome, une semaine à Barcelone pour te cultiver, ou pour découvrir quand même des classiques, des merveilles de niveau mondial, mais à chaque fois, tu es embêté. C'est pas si simple que ça. Et puis, il y a aussi les technologies, parce que non seulement, moi, j'ai la nationalité française, mais en plus, vous savez, il y a des passeports biométriques, avec des puces dans les passeports. Et ça, dans plein d'aéroports partout, ça te permet de prendre des fils, de ne pas te retrouver avec tout le monde. Ça te permet de gagner pas mal de temps. À propos de la puissance, de la protection que vous confère la nationalité française, l'obtention de la nationalité française, eh bien, voyez par exemple, moi j'ai un ami
syrien qui est infirmier en France. Donc, je vous laisse imaginer la quantité de travail et son salaire mirobolant. Mais il n'a pas vu ses parents depuis 13 ans, un truc comme ça. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas y retourner. Au motif que déjà, quand tu fais un voyage dans ton pays d'origine, il faut le motiver auprès de la préfecture. Et c'est délicat, ce n'est pas très bien vu. Même si c'est juste pour aller voir une semaine, 10 jours ta famille au moment des fêtes. C'est assez suspect tout de suite. Mais c'est surtout que mon ami syrien, infirmier en France, depuis 13 ans je crois, eh bien son ancienne petite amie en Syrie a raconté des choses au gouvernement syrien, ce qui fait qu'il est en danger de mort et il est à peu près sûr de ne pas pouvoir revenir en France s'il va rendre visite à ses parents qui sont pourtant âgés et qu'il n'a pas vu depuis 13 ans. Or, le fait d'obtenir la nationalité, ça va lui permettre de retourner en Syrie avec un passeport français. Ce qui veut dire que même si le gouvernement le reconnaîtrait et ferait le lien avec son passeport syrien, oui, mais ça change quelque chose, parce que là, c'est un ressortissant, c'est un citoyen, peut-être syrien, mais français aussi. Ça veut dire que s'il lui arrivait quelque chose de mal, si cette personne ne donnait plus de nouvelles, tous ses enfants en France réclameraient de ces nouvelles en passant par l'État français, et c'est l'État français qui demanderait à l'État syrien qu'est-ce qui s'est passé, où il est cette personne. Alors, c'est pas une garantie que vous n'allez pas vous faire zigouiller, mais ça change considérablement des choses dans la balance. Je tiens ces informations de cette personne elle-même. Hein. Il vous suffira de discuter vous-même avec des personnes, des travailleurs étrangers, pour vous apercevoir qu'en fait, ce cas de figure est récurrent. Vous avez eu les civils, les femmes et les enfants qui se sont fait massacrer en octobre dernier en Israël. Bah en fait, c'est de la géopolitique internationale assez rapidement, et il y avait la notion des otages, qui sont en fait centraux dans ces histoires de vouloir sauver la vie des gens qui peuvent être encore se sauver, mais il y avait des personnes qui étaient israéliens et français. Et du coup, eh bien, la manière dont ça va être géré, la France peut faire levier, parce que là, attention mon coco, parce que là, la France est en état de dire au gouvernement israélien, t'as intérêt à bien t'y prendre quand même, hein, parce que si tu t'y prends n'importe comment, c'est mes citoyens aussi. Hein. Alors vous allez peut-être me dire, oui, ben ça marche pas très bien ce que tu dis, le gouvernement français a été particulièrement mou avec le gouvernement israélien, je suis d'accord, mais je te donnais cet exemple, parce que ça existe quand même. Et le cas d'Israël, c'est un petit peu particulier. Le gouvernement français est mou en lien avec la Shoah et la complicité de la France vis-à-vis du régime nazi. Et puis parce que la France a aussi motivé la création de l'État d'Israël, qui, il me semble, était une belle connerie. Et du coup, la France se retrouve coincée. Elle ne veut pas trop se faire traiter d'antisémite, et comme c'est elle qui est responsable de la création de cette bêtise qu'est l'État d'Israël, elle est un peu coincée. Ensuite, ce que ça change également d'obtenir la nationalité française, c'est que ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. En fait, les travailleurs étrangers, ça leur fait économiser beaucoup d'argent d'obtenir la nationalité française. J'ai pas dit que ça leur faisait gagner beaucoup d'argent. Ça leur faisait économiser beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils travaillent, comme tout le monde, pour gagner ça, mais tant que tu n'as pas la nationalité française, ça te coûte énormément, en fait. Notamment pour tout ce qui est démarches administratives, démarches en préfecture. Il y a des timbres fiscaux qui sont à payer, qui sont chers. Hein. Je vous rappelle que quand vous êtes travailleur étranger, je crois que c'est un travailleur étranger qui vient en France pendant 3 ans, je crois, c'est ça. Il va devoir, tous les 2 ans, payer un titre de séjour pour 2 ans. Sauf qu'il y a 1 an et demi de retard dans le décernement des titres de séjour en 2024, hein, et ça va probablement encore augmenter. C'est-à-dire que quand vous demandez un titre de séjour, en réalité, il vous sera décerné, vous le demandez, je sais pas, en fonction de la date à laquelle vous arrivez ou la date d'expiration du précédent. Donc vous respectez cette date. La préfecture, vous faites votre demande en respectant la date butoir. La préfecture vous donne un récépissé et généralement vous obtiendrez le titre de séjour dans 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il vous reste plus que 6 mois pour profiter de ce titre de séjour pour 2 ans. Hein. C'est pas extraordinaire. Hein. Mais à chaque fois, c'est plus de 200 €. Tous les 2 ans, il faut payer 200 € rien qu'en timbre fiscal. Il faut imprimer des quantités de papier hallucinantes. Il faut payer des traducteurs assermentés pour faire traduire certains de vos documents du pays d'origine. Je viens de vous donner un seul exemple.
Mais en fait, en pratique, il y a plein de choses qui font que les travailleurs étrangers doivent dépenser de l'argent pour simplement être régularisés. Et je vous rappelle qu'il y a des préfets qui réalisent des choses abusives, hein. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs étrangers qui reçoivent une obligation de quitter le territoire français alors qu'ils sont dans leurs droits. C'est le préfet ou la préfecture qui s'est trompé. C'est prévu. Il y a au moins 2 recours au tribunal administratif pour casser la décision de la préfecture. Il y a un recours simplifié, gratuit, gracieux, si vous respectez une date limite. Il y en a un deuxième, mais c'est un peu plus compliqué. Bah oui, mais passer par un tribunal administratif, ça fait des frais supplémentaires. Faire valoir vos droits de travailleurs étrangers pour casser effectivement la décision d'un préfet si il ou elle a fait n'importe quoi. Et vous ne le savez pas, si vous êtes français, né français, vous ne le savez pas. Mais en fait, tous les jours, il y a des tribunaux administratifs qui disent « Non, mais monsieur, madame le préfet, je vous oblige à reconsidérer, à réexaminer la chose. » Voire, pire, vous avez fait n'importe quoi, je casse votre décision et je vous condamne. Mais le problème, c'est qu'il me semble bien que quand un préfet est condamné, c'est les Français qui payent en plus, hein, donc ça devrait vous concerner. Je vous rappelle également que, en lien avec le fonctionnement des préfectures, il y a, vous avez vu l'impasse totale dans laquelle la France se met et persiste, en lien principalement avec les décisions pas très intelligentes de ses gouvernements, sur la question du cannabis. Bon, moi, j'aime pas ça, j'en veux pas, j'aime pas les gens qui autour de moi consomment du cannabis, mais il faut reconnaître que nous n'arrivons à rien, il n'y a jamais eu autant de cannabis que maintenant, et sauf qu'il y a des policiers qui meurent, il y a des civils qui meurent, il y a des enfants qui meurent, ça nous coûte énormément de pognon, mais il n'y a pas que cette économie souterraine, il y a, en lien avec le manque de réformes, et puis en fait la médiocrité de certains élus ou certains politiques, certains sénateurs, certains députés, il y a une économie souterraine qui s'est développée en lien avec les préfectures. Quand je vous disais que la nationalité française, ça permet de faire économiser beaucoup d'argent aux travailleurs étrangers. Tant que vous n'êtes pas nationalisé, tant que vous n'obtenez pas la nationalité française, je vous disais tous les 2 ans, tous les 1 an et demi en réalité, eh bien vous devez passer plusieurs nuits, vous ne savez pas combien de nuits, à renouveler une page internet en attendant qu'un rendez-vous se débloque, parce que vous n'avez pas le droit de prendre rendez-vous, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous physiquement en préfecture. Vous ne pouvez pas vous rendre à la préfecture ne serait-ce que pour demander un rendez-vous, parce qu'à la limite, d'accord, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous, mais vous pourriez avoir un poste d'accueil pour programmer un rendez-vous. Non, vous n'avez même pas le droit de ça. En fait, je ne sais pas qui a pris cette décision, mais les préfectures disent maintenant, on publiera des créneaux. Vous pourrez prendre des rendez-vous directement en ligne, mais on ne vous dit pas quand est-ce qu'il y en aura de disponible. Parce que 99,99% du temps, si vous allez sur la page internet de la préfecture en question, il n'y a pas de rendez-vous. C'est libéré à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et les travailleurs étrangers, eh ben en fait, ils se retrouvent comme ça, toute la journée, toute la nuit, à renouveler la page. Du coup, il y a une économie souterraine et complètement illégale, à mon sens, hein, qui s'est développée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont codé des algorithmes pour, dès qu'il y a des créneaux de libre, les réserver. Moi, j'ai proposé un robot gratuit pour essayer d'endiguer ce phénomène. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et si vous connaissez des travailleurs étrangers et que vous voulez les aider, je vous invite à aller regarder cet épisode. Je vous dis, les gens utilisent des robots pour choper comme des vautours alors qu'ils n'ont pas besoin de rendez-vous. Et ils revendent ces rendez-vous à des travailleurs étrangers, mais moyennant finance. C'est totalement illégal, mais de toute façon, les travailleurs étrangers, ils sont pris à la gorge, en fait. Hein. Je vous signale que si vous ne renouvelez pas votre titre de séjour, vous perdez légalement, votre employeur doit vous lâcher. Et ça veut dire comment vous payez votre loyer derrière. Et une fois que vous êtes à la rue, comment vous faites pour avoir une bonne hygiène et continuer à travailler, et continuer à avoir des entrées d'argent. Continuer à être quelqu'un de digne, que les Français veulent à bien accepter avec eux, dans leur pays. Ce business, cette économie souterraine, ce trafic de rendez-vous, ça fait de l'argent en moins dans les caisses de l'État et dans les caisses des travailleurs étrangers. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se passent en intermédiaire et qui se prennent des commissions entre l'État et les citoyens, ou les travailleurs étrangers? C'est inacceptable. Et en plus, c'est n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc là, vous commencez à mal dormir, vous commencez à être distrait au travail parce qu'il faut que vous vous occupez de ça. Donc ça aussi, ça a des répercussions financières. Et il y a plein de travailleurs étrangers qui ont des enfants à charge également. Quand vous ne dormez pas en lien avec ces histoires de trouver un rendez-vous,
Non seulement vous risquez de négliger votre travail, de vous blesser au travail, d'être blessé, ça veut dire sécurité sociale, hein, si vous êtes blessé, mais ça veut dire aussi des répercussions sur la sécurité des enfants, hein. Ce que ça change aussi, c'est que si tu n'as pas la nationalité française, tu ne peux pas avoir de métier dans la fonction publique. Un travailleur étranger qui a fait plein de métiers, imaginez ce que vous voulez, pendant 5, 10, 15, 20 ans, mais à aucun moment il a pu travailler pour la fonction publique. Vous ne pouvez pas devenir fonctionnaire quand vous n'avez pas la nationalité française. Et voilà, c'est quand même un avantage. Ben, ça fait quand même un sacré nombre de métiers qui sont inaccessibles aux personnes qui n'ont pas la nationalité. Selon les catastrophes que chacun rencontre dans sa vie, ça peut être plus ou moins important de pouvoir intégrer la fonction publique. Il y a des gens, la fonction publique, ça ne leur correspond pas pour des raisons relatives à leur personne, mais la situation de chacun est différente. Concernant la protection antiraciste, ce que je voulais dire, c'est que, et j'espère que vous le savez, ça fait très très longtemps qu'en France, c'est pas parce qu'un enfant naît en France qu'il est français. Ça, c'est fini depuis très très longtemps. C'est ce qu'on appelait le droit du sol. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça simplifiait beaucoup les choses et ça faisait économiser beaucoup d'argent aux Français et à l'État. Mais il y a des gens qui sont tombés dans le panneau du ah non, mais on peut pas possible parce qu'il y a des méchants. Il y a des méchants qui venaient en France, des méchantes, les dangereuses femmes avec leur vagin, qui venaient pour pondre en France. Et comme ça, hop, ils étaient français et leurs enfants aussi. Voilà. C'est comme ça que la peur de l'autre, la xénophobie, a été instrumentalisée pour faire perdre considérablement de droits, de liberté, de temps de vie et d'argent au peuple français dans sa globalité. Bon, et puis maintenant, mince, on n'a pas assez de salariés pour s'occuper des personnes dans les maisons de retraite. En même temps, les personnes qui sont maintenant dans les maisons de retraite, c'est eux qui ont voté pour la fin du droit du sol. Donc, quelque part, il y a une forme de justice. Quand il y a des naturalisations d'adultes, eh bien, il va y avoir naturalisation automatique des enfants qui sont nés en France de ces mêmes adultes. Puisque là, rétrospectivement, ah ben, madame ou monsieur, vous obtenez la nationalité française, mais je vois que vous avez eu des enfants nés sous le sol français, qui ont grandi exclusivement sur le sol français, qui ont été exclusivement dans l'éducation nationale. Donc eux, ils vont avoir la nationalité française, ils n'auront pas besoin d'attendre 13, 15, 16 ans. Et du coup, vous savez comment les enfants sont entre eux. Le fait d'obtenir la nationalité française, c'est une défense antiraciste, au motif que les enfants ne sont pas tendres entre eux, que même en 2024, il y a des noms, des phonèmes qui sont absents du langage français. La R espagnole, la J, qu'on retrouve dans bien des noms partout dans le monde. Hein. Dans toute l'Asie, vous pouvez trouver le phonème R ou R. Dans toute l'Afrique, vous trouvez des noms de famille avec des R et des R. Et c'est quand même un petit peu antinomique de considérer que la France est le pays de la puissance intellectuelle, et d'un autre côté, on n'est pas capable de dire R ou R. C'est quand même un peu bizarre, hein. Moi, j'arrive très bien à prononcer rojo, rouge, je vois pas le problème. Je trouve que c'est quand même très humiliant et déconsidérer et infantiliser les Français de considérer que ça va, les Français peuvent pas dire rojo, c'est pas le bout du monde, hein. Donc il faut que vous compreniez qu'à l'école, il y a des enfants qui ont des noms de famille qui ne font pas français de souche, souchien. Et à ce titre, ces enfants vont être la cible de davantage de colibés, davantage d'expressions plus ou moins intenses, plus ou moins conscientes du racisme, par les autres enfants de leur âge, mais pas aussi par le personnel, hein. Aussi par le maître, la maîtresse, le directeur, la directrice, tout le personnel de l'éducation nationale et tous les partenaires. Un autre exemple, en France, nous sommes un des rares pays au monde à prononcer le son U. Il y a plein de pays dans le monde qui, inversement, ont tendance à dire OU. Le U, c'est OU. Nous sommes un des rares pays qui savons dire U. Je vous renvoie vers le sketch de Dieudonné à propos des anglophones. L'U. Pourquoi je vous parle de cette histoire de U? Je vous rappelle que les Espagnols, ils voient un U, ils disent OU. Toi, Olivier, tu aimes beaucoup la culture. La culture, c'est pas, attention, hein, c'est pas de la xénophobie, de la discrimination, c'est un exemple, c'est une citation au mot près d'anecdotes vécues avec des Espagnols quand je vivais en Espagne. Et j'ai été accueilli très généreusement par la plupart des gens, hein. Du coup, un enfant au collège, à l'école primaire ou à l'école maternelle, quand il a un certain type de nom, un nom qui vient de l'étranger, même si ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, parce qu'il y a plein de noms français qui viennent de l'étranger, mais lointains, alors dans notre perception, ils sont français, alors qu'en fait, ça ne veut rien dire. Mais du coup, ils sont automatiquement suspectés d'être étrangers, mais sauf que quand ils obtiennent la nationalité française,
eh ben, ils peuvent faire reculer Satanas par le mécanisme de la carte d'identité. Alors attention, c'est pas parce que vous obtenez la nationalité française que vous avez la carte d'identité, carte nationale d'identité, et encore moins le passeport français. Parce que quand la France décide que c'est bon, vous avez assez galéré, vous obtenez la nationalité française, elle vous donne pas une carte d'identité et un passeport. Ah non, elle vous donne le droit de démarrer la procédure pour avoir une carte d'identité ou un passeport. Et vous avez déjà une petite expérience, parce que vous, en tant que Français, probablement, derrière votre écran, quand vous devez faire renouveler ou quand vous avez perdu votre carte d'identité ou votre passeport, vous avez un aperçu du prix et du temps que ça prend. Mais du coup, ces enfants vont pouvoir se défendre de mécanismes inconscients, plus ou moins reluisants, en disant non mais oh coco, moi je suis français, hein. Ce qui n'est pas vrai, personne n'est français, personne n'est EST français. La francité, c'est une histoire de simple bout de papier, d'action. Une autorité a décidé que vous méritiez ou qu'il était temps de vous faire rentrer dans des registres. C'est tout ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec une essence que nous porterions. Le jour de la publication du décret qui indique que vous obtenez la nationalité française, d'ailleurs, vous obtenez la nationalité, vous ne devenez pas français, vous obtenez la nationalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme le sketch de Roland McDan de la conserve avec la saucisse. Qu'est-ce qui se passe à minuit, du passage de 23h59 minutes 59 secondes au lendemain matin? Il ne se passe pas quelque chose chez les travailleurs étrangers, il n'y a rien dans leur être qui est perturbé. Et du coup, vous, si vous vous appelez comme moi Dufour, ça ne vous parle pas, ou Dupont, ou Madame Marie, ou Monsieur Jean, ça ne vous parle pas. Mais en fait, il y a plein de petits écoliers qui ont des noms qui les complexent, et le fait d'obtenir la nationalité française, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui vont continuer à avoir des réflexes plus ou moins conscients racistes, mais ça augmente la barrière. Il y a des familles dans lesquelles, en rapport avec l'héritage socio-historico-culturel, il y a de vilaines choses qui sont dites ou pensées quand vis-à-vis des collégiens, des écoliers qui ont un nom qui n'a pas la bonne consonance, qui n'auraient pas la bonne consonance, mais quand ces gens sont capables de dire « oui, non mais attends, moi j'ai la nationalité française », ça les prémunit. C'est un peu débile, mais nous avons tous en fait des paliers, des seuils subjectifs et partiaux. Dans toutes les familles, il y a des seuils établis de manière subjective et partiaux, et le fait d'obtenir la nationalité française, eh bien ça fait reculer les attaques, une partie des attaques racistes. Dernier point, quand vous accédez à la naturalisation française, eh bien vous accédez un peu plus à la police, à la gendarmerie et à la justice. C'est pas du tout la même chose de porter plainte éventuellement quand vous êtes un travailleur étranger qui n'a pas la naturalisation française, avec quand vous avez la naturalisation française, quand vous êtes naturalisé, quand vous êtes français, quand vous obtenez la citoyenneté française, ça change considérablement de choses dans votre accession et votre connexion à la police, à la gendarmerie, à la justice. Quand un travailleur étranger demande la naturalisation française, déjà il n'a pas le droit de le faire comme ça. Je vous ai dit, il doit un minimum, je crois qu'il doit au minimum avoir 3 titres de séjour de 2 ans consécutifs, minimum 5 ans d'impôt sur le revenu. Il peut ensuite demander un titre de séjour de 10 ans et en parallèle la naturalisation française, ce qui n'est pas très intelligent, vu qu'en fait, les travailleurs, ce sont 2 procédures séparées, le titre de 10 ans et la naturalisation française. Mais du coup, comme c'est séparé, les travailleurs étrangers sont obligés de faire les 2. Mais le problème, c'est que du coup, parfois, ils obtiennent, ils ont été réprochables, ils obtiennent le titre de 10 ans et la naturalisation à quelques mois d'intervalle. Oui, mais sauf qu'ils vont devoir payer 300 € pour le titre des 10 ans, en timbres fiscaux, tout ça, une fois si c'est validé par la préfecture, et 300 € pour, enfin plus, à mon avis, plus de 300 €, parce que derrière, il faut faire les passeports, les titres, tout ça, les timbres fiscaux, pour la naturalisation. Donc du coup, il y aurait peut-être moyen de désengorger les préfectures en repensant le système. Je sais pas, je suppose que c'est pas si simple que ça, mais c'est pour vous expliquer que dans l'organisation actuelle, ça fait beaucoup de dépenses pour les travailleurs étrangers. Or, chacun d'entre nous, nous voulons que les travailleurs étrangers travaillent et ils aient des budgets équilibrés, qu'ils aient les moyens de fournir une éducation et une instruction de qualité à leurs enfants, les emmener à l'école, payer tout ce qu'il y a à payer, que ce ne soit pas des parasites économiques. Bah oui, mais le fait qu'ils doivent payer autant de timbres fiscaux, de choses en pratique pas très intelligentes,
bah, c'est autant d'argent qui met en péril les familles entières, en fait, et qui met en péril, indirectement, les Français. Quand vos voisins commencent à avoir des problèmes d'argent, quand ils commencent à avoir de moins en moins la capacité de s'occuper de leurs enfants, ça augmente les risques de vol, de petites délinquances, qui deviennent grandes délinquances, voilà, thématique de l'insécurité. Le lien entre pauvreté et insécurité. J'en reviens à ce que je vous disais. Quand un travailleur étranger dépose son dossier de demande de naturalisation, il va y avoir minimum 2 ans d'enquête. C'est très bien, hein. Mais c'est une enquête avec un procureur, des forces de l'ordre, hein, donc une forme de pouvoir, la justice, et l'autre pouvoir exécutif, qui travaille de concert. Il y a des enquêtes de voisinage, notamment. On épluche, qu'est-ce qu'a fait cette personne depuis qu'elle est en France, et combien de fois elle retourne à l'étranger. Contrairement à ce que certains s'imaginent, les travailleurs étrangers ne retournent pas à l'étranger, vu qu'ils savent très bien que ça nuit considérablement à leur dossier. C'est très 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 mal vu à la préfecture, même si c'est pour juste aller à Noël une semaine voir la famille, même si elle est mourante. Et je vous disais, le dossier est scruté. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui valide la demande de naturalisation française. Si la réponse est oui, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui a le fin mot, hein. Et du coup, est-ce que vous voyez que les travailleurs étrangers sont dans une situation mentale où ils ne veulent pas de problème avec qui que ce soit. Ils ne veulent pas qu'il y ait la moindre rature dans leur dossier. Ils sont très inquiets, ils sont très stressés dès qu'il se passe quelque chose qui pourrait apparaître, même s'ils sont victimes, qui pourrait apparaître dans un dossier. Et du coup, les étrangers, les travailleurs étrangers, tant qu'ils n'ont pas la citoyenneté française, ils ne portent généralement pas plainte, même quand ils sont, ils ou elles, victimes de vol. Donc là, à faire le lien, quand je vous disais que obtenir la naturalisation française, ça augmente votre capital économique, social, ça débloque considérablement le fait d'aller porter plainte pour vol, ou de faire défendre vos droits. En lien avec le fait que vous n'avez pas très envie d'aller voir la police ou la gendarmerie, même si vous êtes vraiment victime, même si vous arrive quelque chose d'injuste, en lien avec le fait que vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler, vous savez pas trop sur quoi ça va aboutir. La justice française est réputée pour être très lente. Dans la justice française, en plus, dans les tribunaux, il y a un état d'esprit qui dit « Nous préférons mieux vaut un coupable dehors qu'un innocent en prison » en termes de seuil, en termes d'exigence vis-à-vis des indices tangibles. Mieux vaut un coupable dehors qu'un innocent en prison. Et en science, nous dirions « Mieux vaut une bonne précision qu'un bon rappel ». Ce qui veut dire que il faut trouver des éléments. Si un tribunal ne rassemble pas d'éléments qui n'est pas sûr et certain, préfère ne pas condamner la personne, et ça veut dire que si vous, travailleurs étrangers, vous avez porté des accusations à juste titre, mais que dans le procès, le tribunal a considéré que c'était pas sûr, il n'y avait pas assez d'éléments, vous vous exposez à un procès de vengeance, entre guillemets, vous vous exposez à des problèmes. Ensuite, pour qu'il y ait éventuellement un procès, je vous rappelle qu'il faut quand même défendre votre dossier auprès de la police ou de la gendarmerie. Je vous donne des exemples concrets. Si vous vivez en appartement, ça vous gave parfois en cas de bruit abusé, vraiment de la musique vraiment trop fort, ou des bruits aux mauvaises heures, genre le mec qui utilise son perforateur, il n'a pas travaillé de toute la matinée, il le démarre à 12h30, quoi. Y compris Noël, y compris samedi, y compris dimanche. Peut-être que vous voyez ce que je vous dis, vous voyez qu'en plus, vous êtes le seul à sortir de votre appartement pour déjà aller voir d'où ça vient et demander à la personne de cesser, de respecter un petit peu les voisins et la loi, hein, parce qu'il y a une loi qui encadre les horaires auxquels faire beaucoup de bruit comme ça. Si ça vous est déjà arrivé, ça vous fout déjà un peu les boules de constater que, en fait, non seulement vous êtes une des rares personnes dans la résidence qui dit quelque chose, non seulement vous savez que les autres gens, ils subissent, ils insultent, ils crachent dans le dos des gens, mais ils ne vont jamais eux-mêmes toquer à la porte. Il y a la question des violences conjugales, hein, parce qu'en fait, là, je vous donnais le bruit sonore, mais il y a les violences conjugales aussi. Hein, sur le papier, tout le monde condamne le mec qui tape sur sa femme, et puis en fait, vous vous retrouvez le seul, des fois, à vous dire « Mais c'est bizarre, ça crie fort, faudrait quand même appeler la police. » Mais non. Ça vous énerve peut-être, vous aussi, comme moi, que vous n'êtes même pas le voisin le plus proche de l'appartement d'où viennent mes problèmes, mais
il n'y a personne qui bouge, quoi. Et en fait, il y a un report de la charge au niveau du dessous, encore au-dessous ou encore au-dessus. C'est-à-dire que vous vivez 3 étages au-dessus ou 3 étages en dessous de l'appartement où il y a des problèmes, ce qui veut dire qu'il y a 3 niveaux ou 2 niveaux où il y a plusieurs foyers et c'est vous qui appelez la police. Ça veut dire que tous ces autres logements, il n'y a personne qui a appelé la police en cas de violence conjugale ou d'un mec qui fait vraiment n'importe quoi avec les horaires pour faire du bricolage. Je fais plein de bricolage chez moi, ça m'empêche pas de respecter un tant soit peu les horaires. Et donc je vous disais, même des gens qui sont nés avec la nationalité française et qui sont blancs, ils ne bougent pas d'un iota. Alors qu'il y a des fois des meufs qui se font zigouiller. Ou alors qui sont les premiers à reconnaître que, bah ouais, faut faire attention aux heures, 19 heures en semaine, c'est pas une heure pour utiliser un perforateur, encore moins samedi après-midi ou dimanche matin. Et ben imaginez-vous quand vous n'êtes pas blanc et que vous n'avez pas la nationalité française. Et même chose avec les drogues. Hein. C'est bien beau de dire on est contre la drogue, on est contre tous les mauvais côtés de la drogue, tous les morts que ça entraîne, tous les dealers, les activités illicites et criminelles derrière. Bah oui, bah du coup, quand tu donnes la nationalité à des travailleurs étrangers qui sont témoins de choses, tu leur facilites l'appel à la police et de les faire venir. Les policiers et les gendarmes voient des atrocités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les policiers et les gendarmes se font des choses atroces entre eux, hein, si je dois vous le rappeler. Hein. Il y a plein de policiers et de gendarmes, quand ils font une tentative de suicide, leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques leur laissent leur arme de service pour que, comme ça, ils puissent réussir la deuxième tentative de suicide. Et donc, il y a des gens qui sont choqués quand ils entendent la police tue. Oui, la police tue. Hein. Déjà, les policiers et les gendarmes se tuent entre eux, hein, d'une certaine manière, hein, indirectement. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère de l'Intérieur qui essaie de rappeler à sa hiérarchie interne, au commissaire notamment, il ne faut jamais laisser son arme de service à quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Hein. Je vous mets des documents que le ministère de l'Intérieur produit depuis un paquet d'années. Visiblement, ça a du mal à rentrer. Hein. Donc je vous disais, en tant que travailleurs étrangers, vous allez porter plainte, même si vous êtes victime d'une injustice, qu'on vous a pris quelque chose, ça ne va pas du tout, oui. Mais comment ça va être pris par la police, le policier, le commissariat ou la gendarmerie ? Parce que les policiers et les gendarmes jouent un certain rôle de filtre. Parce que c'est à la base de rapports qu'ils vont produire qu'un procureur va éventuellement prendre la décision de faire un procès ou pas. Et le procès, ça coûte cher, en fait. Hein. La justice, c'est absolument pas gratuit, pas du tout. Hein. Et du coup, quand un étranger est naturalisé français, ça protège aussi les autres Français, vu que un travailleur étranger, c'est une paire d'yeux, et que dans un voisinage, dans une communauté, nous nous protégeons mutuellement. Quand quelqu'un voit quelque chose, est témoin de quelque chose, mais il a peur de solliciter le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, à juste titre d'ailleurs, en lien avec le fait qu'il n'est pas naturalisé français, ben ça porte préjudice à ses voisins également. Au motif que vous, si vous êtes né comme moi français, oui, mais un jour où un membre de votre famille va être agressé, c'est peut-être pas vous qui serez témoin et présent, ce sera peut-être un travailleur étranger. Et du coup, quand ce travailleur étranger va obtenir la naturalisation française, bah, il est plus susceptible de vous aider ou de remporter des procès ou de vous aider à obtenir justice vous-même. Les travailleurs étrangers, s'ils se font agresser dans la rue, voler leur smartphone, leur porte-monnaie, eh ben, ils vont encore plus hésiter à porter plainte que les personnes nées françaises ou qui ont déjà la naturalisation française, au motif qu'ils ont peur que ça leur attire des problèmes, ça nuise à leur demande de naturalisation, et ils n'ont pas complètement tort, hein, même s'il y en a qui s'en offusqueront et qui diront « non mais je vois pas en quoi », oui, mais vous voyez pas parce que vous ne vivez pas la chose, nous en reparlerons quand vous aurez une famille concernée. Si un travailleur étranger, par exemple, repère quelqu'un qui a l'air pédophile, ou de s'être rendu coupable d'actes de pédocriminalité, même chose, il pourrait aider le groupe à détecter la communauté, le voisinage à détecter un problème, à alerter les policiers et les gendarmes, mais il y réfléchit 14 000 fois, et il y a des cas où il ne va rien dire, vu qu'il a peur des répercussions, et que la police, la gendarmerie ou le procureur se retournent contre il ou elle. Hein. Alors les travailleurs étrangers, en théorie, peuvent contourner le problème de la peur du policier ou du gendarme en contactant directement un procureur de la République. Oui, mais procureur de la République, il faut lui envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception. Cling, 15 €.
Encore une dépense, hein, ça s'ajoute à tout ce que j'ai essayé de t'expliquer depuis le début de la vidéo. Et puis il faut s'exprimer dans un français irréprochable quand tu t'adresses à un procureur de la République, surtout pour aborder des sujets délicats. Et je peux te garantir, hein, anecdote personnelle, quand une personne de nationalité française demande, 2 ans après avoir porté plainte, des suites de son affaire en envoyant un recommandé avec accusé de réception au procureur et un recommandé avec accusé de réception à la gendarmerie, ça arrive que les gendarmes n'aient pas vraiment de réponse à donner sur les suites d'une plainte, pourtant pour des faits graves. Par contre, dans le courrier réponse, il y a « Vous pouvez me produire votre carte d'identité ?» Voilà. Et en plus, c'est pas forcément mal intentionné, hein. Encore une fois, il y a d'autres arguments. C'était pas exhaustif, cette petite liste que je vous propose. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Ici, sur cette chaîne, je tente de concentrer un maximum de solutions aux interrogations de la vie quotidienne. La plupart du temps, je propose des vidéos pour apprendre à réparer les objets du quotidien. Mais après tout, ce que je viens de faire, c'était également produire une réponse à une question qu'il est tout à fait compréhensible à ma connaissance de se poser. Si vous aimez les solutions, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers l'épisode dont je vous parlais, le robot que je propose pour essayer de rentrer en concurrence avec les robots qui volent les rendez-vous. La différence, c'est que moi, mon robot, c'est pas pour faire de la revente du trafic souterrain de créneaux de préfecture. Si vous voulez le partager et le faire tourner, de manière à protéger l'autorité de l'État et indirectement l'autorité du peuple français, je vous invite à partager cette vidéo.